Bonjour Fabien. Bonjour Benoît. Eh ben, écoute, merci d'être dans nos locaux aujourd'hui chez Med6 pour nous parler de DDI. De rien, un plaisir d'être là. Bah, écoute, plaisir partagé. Je te propose une petite présentation rapide sur DDI et puis ta société aujourd'hui, Efficient Ouais, ouais, IP. ouais. Alors effectivement, alors j'étais venu il y a environ un an et demi, chez vous, au même endroit, et on avait un peu parlé de sécurité DNS avec toi. Mais c'est vrai, donc moi je représente Efficient IP, hein, une société française. Et donc j'avais parlé de sécurité DNS, effectivement ça c'est une des choses, sécurité DNS, pardon, qu'on fait, mais à la base on n'est pas une entreprise qui fait de la sécurité DNS, à la Non. base on a commencé par ce qu'on appelle le DDI. Du coup on s'est dit, voilà, c'est un peu l'occasion d'en parler, qu'est-ce que le DDI, qu'est-ce que ça apporte, etc. Et très bonne question, parce que tu dis DDI du coup, l'acronyme Ah DDI. oui, bien sûr, alors ça signifie DNS, DHCP et IPAM, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi on les regroupe dans un acronyme. Ok. Quel est l'intérêt de vraiment de parler de DDI et pas juste de DHCP, d'IPAM et de DNS. Voilà. Voilà. Souvent on parle en plus DNS, DHCP, on oublie l'IPAM. Ouais, voilà, c'est pas forcément toujours lié parce que historiquement, forcément, on a l'Active Directory avec le DNS et le DHCP. On n'a pas forcément un IPAM qui est lié. Nous, on va vraiment faire en sorte que tout ça soit au même endroit. Exactement. Voilà. Et donc du coup, euh, en fait, le DDI en fait amène un gain derrière pour les entreprises en fait. Hmm. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, j'ai mes petites anti-sèches. Donc du coup, premier point qui va être tout ce qui va être, et on va détailler chaque point là. Je vais juste les évoquer rapidement et Ouais, tu vas nous les détailler si ça te va. ouais. Qui va être tout ce qui va être autour du gain de temps, réduction grâce à l'automatisation par exemple, Mhm. où derrière les personnes opérationnelles vont permettre de pouvoir faire des actions plus rapides sur la gestion des IP et des Ouais, NS. exactement, ouais. On a tout ce qui va aussi te la permettre une meilleure visibilité de notre IT en fait, parce que l'IP c'est la base de communication aujourd'hui de nos SI. Nos SI sont tous connectés et interconnectés, donc Mhm. ça nous donne une visibilité sur l'utilisation. L'agilité aussi parce que quand on n'a pas d'IPAM, qu'on veut déployer un nouveau service, surtout aujourd'hui avec le monde de la containerisation par exemple, des VM, Mhm. et l'automatisation va amener de l'agilité du coup sur le déploiement de services. Et un point, et on rejoint un petit peu le monde de la sécurité, mais ce que j'appelle tout ce qui va être continuité de business, donc pour amener de la résilience sur nos infrastructures IP, qui est extrêmement important, parce que quand c'est basé sur de l'AD, Ouais, bien sûr, si ça ouais. tombe, on perd le DNS DHCP et en cas de crise, ne plus pouvoir avoir de DNS et d'IP va encore ralentir la reconstruction d'un AD par exemple. Ouais, alors effectivement, ouais, donc ça c'est beaucoup de sujets qu'on va évoquer. Exactement. Alors On peut-être commence par le juste, premier. ouais, voilà, c'est ça. Et peut-être même avant de commencer par le premier sujet, j'ai bien envie juste d'expliquer rapidement du coup ce que j'entends par DDI. Pourquoi Yes. j'utilise un acronyme plutôt que juste avoir des briques séparées. Donc en fait, l'idée chez nous, ça va être donc d'avoir un service DNS, un service DHCP, donc un IPAM dans la même solution. Donc ça c'est la base. Euh, mais bon, ils ne sont pas juste dans la même solution, ils interagissent entre eux. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de faire en sorte que on va avoir un IPAM qui va piloter un service DNS et un service DHCP. Alors pourquoi ces services en particulier plutôt que n'importe quel autre service? En fait c'est assez simple. Dans un IPAM, on a des IP, on a souvent des noms, on a souvent également des MAC, et en fait ça c'est des informations dont ont besoin le service DNS et DHCP. Donc en fait tout ça s'accorde bien ensemble. Au final dans un IPAM, on a les mêmes informations qu'on aurait dans le DHCP et on a les mêmes informations qu'on aurait dans le DNS. Donc c'est assez facile, on va dire, d'utiliser l'IPAM comme un espèce d'orchestrateur pour le DNS et le DHCP. Ok. Donc c'est ça qu'on entend par le DDI, en fait, c'est vraiment cette notion de aller venir alimenter du DNS et du DHCP via un IPAM. Une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on a fait ça avec le produit, ça va amener plein d'autres choses derrière. En fait, on ne va pas vraiment se limiter qu'à ça. Ça, c'est vraiment la base. Mais en fait, ce que ça induit derrière, tu en as parlé tout à l'heure, c'est notamment une notion de management unifié. Mais ça induit également une notion de gain de temps. Alors on va Yes. prendre les sujets un peu dans l'ordre, on va commencer par le gain de temps Je par veux bien. exemple. Du coup, voilà, Euh, quels sont les cas d'usage sur ces fameux gains de temps? Pourquoi je dois déployer une solution DDI chez moi alors qu'aujourd'hui j'ai mon Excel, je vais avoir mes solutions soit open source, soit AD comme on disait, ouais. qui communiquent pas entre elles. Du Hmm. coup, qu'est-ce que ça... J'ai commencé un petit peu à évoquer tout à l'heure, mais vas-y, tu peux rentrer un peu dans le détail sur En ce fait, fameux gain de temps. il y a plein d'usages particuliers et des fois c'est lié au métier. Donc en fait, mais les usages les plus communs qu'on va pouvoir évoquer, c'est déjà par rapport au fichier Excel par exemple, le fait d'avoir un IPAM professionnel, déjà, c'est beaucoup plus facile, hein. On ne s'embête pas à devoir
manipuler un outil qui n'est pas fait pour représenter des réseaux IP, on a un outil qui est professionnel, donc il y a toute une notion de... on compare les réseaux, on regarde qu'est-ce qui est disponible par rapport à ce qui n'est pas disponible. Il y a des calculs automatiques liés au masque, liés à la taille des sous-réseaux, liés au range et aux IP qui sont contenus dedans. Donc là, on limite l'erreur humaine aussi, là. On limite l'erreur humaine, on y reviendra tout à l'heure. Il y a cette notion de, donc, effectivement, de synchronisation. Si vous êtes une entreprise qui a besoin, on va dire, d'avoir un inventaire de type IPAM, souvent ça va être redondant du coup avec la partie DNS et DHCP. Chaque fois que je vais masteriser une machine, je vais la mettre dans l'IPAM, je vais la mettre dans le DNS et des fois je vais faire aussi une configuration DHCP particulière pour cette machine. Ok. Là, on a tout au même endroit. Donc ça, c'est un gain de temps. Il y a d'autres choses que je peux évoquer. Il y a par exemple beaucoup de nos clients qui utilisent notre IPAM avec des API. Alors, on parlera plus en particulier de l'automatisation un peu tout à l'heure, mais pour l'évoquer un peu maintenant, par exemple, un exemple tout bête, c'est de dire, OK, j'ai une VM qui est déclarée dans VMware. Automatiquement, je vais peut-être aller remplir ça dans l'IPAM. Ça permet d'être sûr que les deux choses soient bien liées et automatiquement, il y a le parti DNS et DHCP qui se met à jour. Donc c'est vraiment ce genre de choses qu'on va mettre en place qui vont permettre de faire gagner du temps. En fait, c'est du temps que vont gagner les administrateurs dans l'exploitation de la solution. Et là où je vais faire le lien avec le prochain sujet, c'est que le gain de temps, c'est également lié au management qui va être unifié. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on entend par management unifié Voilà. par rapport à justement cet acronyme DDI, quoi? Alors, donc effectivement, c'est l'autre sujet important du DDI, qui est un peu plus caché parce qu'il n'est pas spécifié dans l'acronyme, on va dire, mais en fait c'est sous-entendu. On a un management centralisé quand on a du DDI. Donc on a un management centralisé pour le DNS et le DHCP, bien sûr. Donc l'idée c'est de dire, ok, j'ai pas un environnement DNS en France qui va être indépendant de l'environnement DNS en Italie, qui va être indépendant de l'environnement DNS et DHCP en Australie ou en Amérique, je sais pas. C'est-à-dire que je vais avoir une seule console de management qui va être capable de manager, par exemple j'ai une entreprise sur 35 pays, pouvoir manager les 35 pays à partir d'une seule et même unique console. C'est exactement ça que je veux dire, ouais. On a toutes les informations, DNS, DHCP et IPAM bien sûr, au même endroit. Donc ça, bien sûr, ça fait gagner du temps pour les administrateurs Active Directory qui sont un peu, des fois, obligés de naviguer entre différentes consoles d'administration ou d'accès distant. Déjà, le fait de ne pas devoir se connecter à un serveur et un autre et un autre et un autre, ça fait gagner du temps. Du coup, j'ai un référentiel unique. J'ai un référentiel unique, exactement, ouais. Ok. Donc voilà. Ça aussi, c'est un gain de temps et c'est aussi un gros avantage du DDI de manière générale. C'est quelque chose qu'on va beaucoup mettre en avant. Et du coup, le fait d'avoir cette plateforme de management unique, qui est mon référentiel, est-ce que je peux justement, pour éviter que ce soit, on le voit, le bazar dans le nommage, par exemple, des objets, des noms de DNS quand je crée une VM, est-ce que dès là, je peux commencer à m'appliquer des règles, cadrer la création d'objets? En fait, c'est ça qui est intéressant. En fait, ça va être du coup quelque chose qui va découler en fait, du projet DDI. Parce que quand ils arrivent, nos clients, donc souvent, ils veulent harmoniser un peu leur infrastructure DNS, DHCP, ils veulent simplifier un peu leur management, ils veulent des gains de temps. Mais du coup, ce qui va découler de tout ça, c'est également, effectivement, comme tu le dis, une application des bonnes pratiques. Parce que dans l'outil, on va avoir donc déjà des moyens, vraiment de contrôler comment on nomme les adresses IP, qui a accès à quelle partie, comment sont déclarés les réseaux, comment ils sont organisés entre eux, etc. Et du coup, si on veut profiter d'un management unifié, si on veut profiter d'une solution DDI, on va naturellement avoir envie également de standardiser la donnée, donc IPAM, DNS, DHCP, IPAM, et du coup, un projet DDI, c'est structurant parce qu'on va chercher à appliquer des bonnes pratiques, et l'outil va permettre de le faire, bien sûr. Donc pour donner un exemple un peu technique, mais qui devrait être simple à comprendre, par exemple, dans le produit, on peut mettre ce qu'on appelle un regex, donc en fait une règle de nommage, sur les noms IPAM. Donc ça c'est quelque chose qui est très facile, et ce genre de mécanisme, on peut les décliner dans plein d'autres informations qu'on va signer à l'IP. Autre exemple que j'aime bien donner, c'est le fait, par exemple, d'automatiser la création d'un site distant, par exemple. Imaginons que vous êtes une entreprise qui avait l'habitude de déployer des agences, par exemple, de petites agences avec toujours les mêmes VLAN, toujours les mêmes réseaux, etc. Ça pareil, on offre des manières, on va dire, d'automatiser ça et de faire en sorte que ce soit toujours les mêmes conventions de nommage, les mêmes réseaux, entre guillemets, qui soient déployés. Ok. Ouais. Et donc du coup,
ce que j'entends, donc ça va me permettre, avec une solution DDI, de pouvoir avoir cette console de management, cette vue, ce référentiel unique. Mais est-ce que je suis obligé de faire un big bang sur toute mon infrastructure? Est-ce qu'aujourd'hui, pratiquement pour EIP, est-ce que voilà, je peux profiter, mettre en place cette console unifiée, mais tout en gardant pour une future transition, piloter mes infrastructures existantes, soit open source, soit propriétaires comme Microsoft? Ça, c'est une bonne question, parce que des fois, effectivement, on a des prospects ou des clients à qui on parle qui sont parfois un peu frileux. Parce que nous, on arrive avec Efficient IP et on vous dit, ben, ok, vous avez des zones DNS sur votre Active Directory Microsoft, nous, on peut très bien les reprendre et ça ne nous pose pas de problème. Et des fois, effectivement, on a des gens qui nous disent, ah ok, c'est très bien, c'est un bon projet à terme, mais pas encore tout à fait prêt peut-être. Peut-être que je veux un peu de temps, peut-être que je veux y aller doucement avec l'infra Efficient IP. Donc effectivement, il y a également cette possibilité de s'intégrer à des environnements qui ne seraient pas de l'Efficient IP, donc des environnements open source comme du Bind, de l'ISC DHCP, ou alors du Microsoft, et même du DNS Cloud. Donc c'est aussi ça qu'on entend quand on parle de management unifié, c'est pas que du management unifié Efficient IP, ça va être du management unifié sur d'autres types de solutions. Et encore, là, je parle que de DDI parce qu'on peut également aller s'interconnecter avec des switches, des routeurs, où on va aller par exemple les piloter et faire en sorte que l'IPAM se mette à jour en fonction de certains types de découvertes. Donc vraiment, on a également beaucoup cette notion de environnement. Là, on communique avec un environnement qui va être déjà présent. Ok, donc je démarre avec ma console de management. Quels va être les gains en fait du coup à continuer la transition et avoir une infrastructure du coup là, pas juste l'IPAM mais la DNS DHCP pilotée et par les technologies Efficient IP? Est-ce que par exemple en termes de visibilité sur ce qui se passe, je vais avoir un gain en passant sur une infrastructure full Efficient IP? Ouais, alors les gains côté donc en fait effectivement donc il y a deux approches. Soit on reste sur les infrastructures qui sont déjà présentes dans votre entreprise, donc avec du DNS et du DHCP souvent Microsoft, soit on passe vers des machines Efficient IP. Alors il va y avoir des gains en termes de sécurité où en fait du coup ça va être plus facile pour nous de récupérer un certain nombre de métriques quand on est sur du DNS Efficient IP, donc notamment des stats, notamment de l'analyse, notamment des graphes, ce genre de choses. Va également y avoir des gains en termes d'architecture et en termes de sécurité. Ça c'est important parce que du coup, souvent on a ça, on a des gens qui approchent aussi le DDI via le tiering. Donc en fait, on a souvent des clients qui viennent nous voir et nous disent ok, j'ai envie d'appliquer un modèle de tiering. Je veux faire de la segmentation au sein de mon SI avec différentes zones. Et donc ça va également passer par du DNS et du DHCP. On va segmenter le DNS et le DHCP. Et donc, l'une des choses que veulent faire les entreprises en général, c'est de se dire, ok, ben j'ai mon Active Directory qui fait également DNS et DHCP, mais là, j'ai plus vraiment envie qu'ils fassent DNS et DHCP en plus. Ce que j'ai évoqué au début. Ouais, c'est ça. J'ai envie qu'ils fassent uniquement Active Directory, peut-être 2-3 services annexes liés à l'Active Directory, mais c'est tout. Les services critiques comme DNS et DHCP, ben, j'ai envie qu'ils soient ailleurs. Donc ça, c'est un gros avantage à passer sur nos solutions, nos machines Efficient IP, machines de services DNS et DHCP. C'est parce qu'en fait, on va avoir vraiment des machines qui vont être dédiées au DNS et au DHCP, qui vont avoir, donc là après je vais vous renvoyer sur le podcast sur la sécurité parce qu'on en parle plus en détail, mais qui vont être vraiment renforcés d'un point de vue système, voilà, d'un point de vue protocolaire, etc. Et on va revenir sur cette notion qui pour moi en termes de cyber est vraiment importante, c'est tout ce qui va être résilience. Ouais. Ce que j'évoquais, c'est que du coup, en séparant et en sortant les infra DNS DHCP de services qui tournent actuellement par exemple sur du Microsoft qu'on rencontre souvent, va amener de la résilience justement en cas de perte de l'AD. Ouais, exactement. Donc ça va amener de la résilience. L'AD, c'est déjà un service qui est suffisamment critique. On n'a pas envie, s'il tombe, qu'en plus le DNS et le DHCP tombent. Surtout que, dis-moi en fonction de ton expérience, mais moi j'ai l'impression que l'AD, c'est souvent une cible privilégiée. C'est-à-dire que les hackers, s'ils peuvent taper dans l'AD, ils sont contents. Ça fait partie des jeux de la couronne. Exactement, ouais. Donc souvent c'est une cible. Donc bien sûr, on essaye de le sécuriser au maximum, et du coup, cette sécurité, ça passe également par le fait de désactiver le service DNS et DHCP sur ces machines. Bah, écoute, super. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit focus du coup, parce que tu l'as évoqué,
justement sur la partie visibilité, statistique. Oui, alors c'est vrai que je suis passé assez rapidement là-dessus. Effectivement, alors un autre intérêt d'une solution DDI, c'est bien sûr la visibilité. La visibilité, alors ça peut être à différents niveaux. Déjà d'un point de vue DNS, on va pouvoir avoir des métriques, on va dire, sur l'évolution des requêtes DNS, des métriques sur les performances. Alors il y a pas mal de métriques qu'on peut superviser pour, on va dire, avoir une idée des performances DNS, avoir une idée, on va dire, des vecteurs d'amélioration et d'optimisation. Ça peut être aussi la requête DNS, moi je l'ai déjà rencontré du coup. On va, au travers de statistiques justement sur une infrastructure DDI, se rendre compte qu'on va avoir potentiellement une machine, du coup une application qui fait anormalement des requêtes et en fait ralentit derrière le traitement de l'application. Ouais. Et d'avoir ces métriques nous permet en fait de pouvoir aller diagnostiquer un problème applicatif. Ouais, tout à fait, parce que chaque demande, enfin chaque accès applicatif va souvent passer par une requête DNS. Effectivement, ça va être très facile du coup avec des solutions comme les nôtres qui sont en capacité, on va dire, de loguer tous les échanges DNS, du coup, d'identifier ce genre de problème. Donc bien sûr, il y a des graphes qui permettent également de le faire. Il y a également, là où autre chose que je voulais également évoquer, c'est le cache. Le cache très important sur les performances DNS, donc là c'est plutôt amélioration des performances utilisateurs, donc ça aussi on va pouvoir le superviser, le remplissage du cache, enfin ce qu'on appelle le cache hit ratio. On pourrait faire un podcast dédié au cache sur peut-être, ouais. Troisième volet très bientôt, le cache DNS. Non, je sais pas si on va le faire celui-là. On peut dire des choses, mais peut-être pas tant que ça non plus. Mais en tout cas, oui, donc le cache très important. On peut même partager le cache avec nos solutions entre différentes machines. Et autre chose que je voulais évoquer sur la performance, et du coup qui est un peu lié, et qui est liée à la visibilité, c'est également, comment on appelle ça, les temps de réponse DNS, notamment sur la partie forwarder. Alors souvent, il y a plusieurs manières, on va dire, de gérer l'accès à la récursivité, donc en fait le fait de récupérer des noms de domaine publics. Il y a le mode forwarder, il y a le mode purement récursif. Et du coup, ça aussi, ça peut être un problème qui induit de la latence, ça peut être la manière de gérer ça, ça peut également... on se rend compte qu'il y a souvent des SPOF à ce niveau-là si on n'utilise qu'un seul forwarder sur la résolution DNS publique. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir assez facilement dans le produit. Donc je n'ai pas évoqué les fonctionnalités qui sont présentes dans le produit, mais c'est par exemple des dashboards, des logs, des outils d'analyse statistique, ce genre de choses. J'ai donné aussi un point où justement d'avoir cette visibilité unifiée, c'est tout ce qui va être sur les plages de beau DHCP. Ouais, oui, effectivement, c'est tout oui, bête, c'est vrai. mais Ouais. on va être capable de pouvoir très rapidement quelles vont être les réservations où on va arriver bientôt à saturation et du coup avoir plutôt un côté proactif de pouvoir voir c'est quoi le problème, et peut-être l'agrandir ou voir qu'il y a un souci, plutôt que d'attendre des appels utilisateurs qui disent je comprends pas, j'ai plus de réseau. Non mais t'as raison, parce que moi je pars tout de suite dans des trucs assez lointains, C'est ça. la résolution DNS, les temps de réponse en MS, mais Il y a plus basique. Effectivement il y a beaucoup plus basique, ouais. Il y a l'occupation des scopes DHCP, qu'est-ce que je peux mentionner d'autre? Je parlais un peu tout à l'heure de découverte réseau, donc notamment des équipements qui se connectent à des endroits où il ne faudrait pas, donc ça aussi c'est des choses qu'on peut superviser. Donc ouais, il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut superviser. Ouais. Yes. Avec des alertes en plus. Je ne vais pas trop parler de ça, mais bien sûr, tout ça on peut faire des alertes. Donc là on a tout ce qui va être gain justement sur, voilà, on parlait de visibilité unifiée, avant on a parlé de management unifié, mais maintenant aussi je voudrais juste qu'on parle un petit peu, parce que j'ai posé la question, l'intérêt d'avoir une infrastructure DNS DHCP unifiée, mais du coup il y a des bonnes pratiques en termes de sécurité. Si on pourrait parler un petit peu des bonnes pratiques pour avoir une overview globale sur le DNS, DHCP, justement pour améliorer notre résilience sur ces infrastructures critiques. Ouais, alors effectivement, donc ça c'est aussi un autre point. Les projets DDI vont souvent amener une remise en cause des architectures DNS notamment, mais également DHCP. Et là-dessus, il y a pas mal effectivement de bonnes pratiques qu'on peut appliquer. Donc, historiquement, notre base de prospects et de clients qui viennent chez Chiant.IP, à la base, ils sont plutôt orientés Microsoft. Et le truc avec Microsoft, c'est que ça a fonctionné en actif-actif sur la partie DNS. Donc en fait, tout le monde synchronise, enfin master, je veux dire plutôt, master, multi-master. Donc en fait, tout le monde va se synchroniser, tout le monde va être en mesure de synchroniser les zones entre elles.
Ça, quand la forêt la forêt Microsoft commence à devenir assez importante avec beaucoup de domaines contrôleurs, ça induit une forme de latence. Et donc ça, c'est des choses que nous, on va pouvoir changer, entre guillemets, en proposant des architectures tout simplement master-slave. Mais on va également souvent proposer des architectures centralisées, plutôt qu'avoir plein d'Active Directory un peu partout. On va essayer de concentrer les requêtes au sein d'un hub local. Et ça, déjà, c'est une bonne chose. Ça permet, on va dire, de concentrer toute l'activité DNS au même endroit. Du coup, on prend une grosse machine qui est capable de prendre toute la capacité. Ça permet également de faire de l'analyse de sécurité derrière, parce que tout est au même endroit. D'optimiser le cache, du coup, qu'il leur soit plus D'optimiser le utile. cache, effectivement. T'en parlais du Tout à cache tout à fait. l'heure. Ouais. Non, mais c'est bien, tu suis. J'essaye. Donc voilà, ça permettra de faire tout ça. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du DNS privé, mais il y a également plein de bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre sur la partie publique. C'est vrai qu'on a totalement éclipsé ce sujet, mais on peut également faire du DNS public sur la partie Exchange IP. Parce que du coup, mon IPAM peut aussi piloter mon DNS public. Oui, tout à fait. Ok. Quand je parlais de pilotage, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on pouvait piloter du DNS dans le cloud. C'est souvent un cas d'usage en fait. Donc en fait, je vais pouvoir avoir des dashboards pour mon DNS privé et pour mon DNS public en plus. Ouais, c'est ça. Toujours sur la même console. Toujours sur la même console. Ok. Ouais. Tout ça au même endroit. Et donc sur la partie publique, par exemple, il y a aussi... En fait, il y a même beaucoup plus de bonnes pratiques sur la partie publique, parce que forcément, c'est quelque chose qui est plus exposé. Donc il y a le fait de pouvoir faire du DNSSEC, donc ça c'est moins de l'architecture, mais d'un point de vue architecture, par exemple, il y a quelque chose qu'on propose, c'est du stealth architecture. C'est le fait d'avoir un master caché dans une DMZ et en fait 2 slaves en frontal d'internet, dont un qui fait semblant d'être un master, un peu comme un honeypot un peu. Ah, Ouais, ok. ouais, donc ça c'est sympa. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut mettre en œuvre. Bien sûr, derrière, il y a aussi, si on a vraiment une architecture très importante DNS, il y a également la possibilité de faire des VIP, des VIP Anycast. En fait, ils vont distribuer automatiquement le trafic. On a la possibilité de faire du GSLB. Donc pareil, là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais donc le GSLB, c'est une manière, on va dire, de gérer de la résilience DNS. L'idée, c'est par exemple de se dire, ok, on a une IP, on a une application qui est présente, je sais pas moi, une IP en France et une IP aux États-Unis. En fait, le service DNS va vérifier quelle IP répond le plus rapidement et va assigner au nom DNS l'IP qui est la plus rapide, et donc c'est l'utilisateur qui va récupérer via le DNS l'IP la plus rapide. Si je le combine à un service Anycast, je vais toujours attaquer le serveur DNS le plus proche, et lui il saura quelle est l'application la plus proche grâce au GSLB. Ouais, c'est exactement ça. Et donc tous ces mécanismes, ça nous permet de gérer également des plans de reprise d'activité ou de continuité d'activité qui font souvent intervenir du DNS. Donc ouais, il y a pas mal de L'Anycast choses. dans une infrastructure DNS, je me permets de faire une remarque, c'est un point que j'aime bien. Parce que voilà, on va être capable d'avoir une seule adresse IP pour l'ensemble de son infrastructure worldwide, Ouais. DNS. Et ça amène de la résilience, parce que s'il y en a un qui disparaît, le routage va disparaître et aller avoir un autre serveur DNS automatiquement. En termes, pour les équipes infra, ils n'ont plus qu'une seule adresse IP à connaître, et ils le déploient sur tous les serveurs pour être sûr d'avoir toujours le plus proche. C'est vraiment très très C'est simple vraiment pour tout le monde. dans les bonnes pratiques. Partir sur le Anycast, c'est un bon chantier. Ouais. Pareil, en termes de sécurité, du coup, j'ai une plateforme de management centralisée en termes de gestion des droits. Ouais, alors justement, parce qu'on peut se dire que du coup, vu qu'on a une console de management centralisée, et que limite toutes les informations sont présentes dans cette console, donc DNS, DHCP, IPAM, ça risque d'être un peu compliqué à gérer. Donc en fait, forcément, dans ce genre de solution, on a une gestion des droits qui va être granulaire. On va faire en sorte que l'équipe italienne n'ait pas forcément accès aux mêmes ressources que l'équipe française, qui n'aura pas accès aux mêmes ressources que l'équipe américaine. Donc tout ça, ça va passer par une segmentation d'un point de vue droit. Par exemple, il y a l'équipe France qui a accès aux zones DNS de la France, l'équipe italienne aux zones DNS italiennes, au scope IP de l'Italie, au réseau IP de l'Italie, au scope DHCP de l'Italie, etc. Donc quand je fais de la délégation dans mes filiales, là du coup, voilà, c'est ça. On peut faire en sorte qu'on ait un administrateur général qui voit tout, mais qu'il y a des administrateurs locaux qui voient uniquement leur périmètre. Ok. Ouais. Donc voilà, et également, dernière chose qu'il faut mentionner sur ce genre de solution, c'est bien sûr l'automatisation. Et justement par rapport à l'automatisation, parce que j'ai tout regroupé, donc du coup, et
et j'en parlais par exemple justement de gagner en agilité. Mhm. L'automatisation, pour moi, va permettre d'avoir justement des services et déploiements dans mon SI plus agiles. Mhm. Mais moi, j'ai un écosystème, un environnement qui tourne. Par exemple, je sais pas, du Terraform, du Ansible, du GitHub. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, mon infrastructure SI peut communiquer de façon automatique avec le DDI? Ouais. Alors justement, donc ça c'est on va dire le dernier point que va ouvrir un projet DDI, c'est vraiment cette notion d'automatisation. Tout le produit, il est construit autour d'une API. Donc la solution Efficient IP, en fait, comment elle fonctionne en interne, c'est une interface graphique qui fait déco l'API à une base de données qui est en back-end. Donc ça c'est la petite minute voilà, fonctionnement. Un peu infra interne, Ouais, c'est ça exactement. Mais en fait, qu'on soulève le capot. c'est ça, voilà, c'est en dessous du capot. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, c'est pour dire que tout ce qui se fait dans l'interface graphique, en fait, il y a une fonction API derrière. Et donc, en fait, toutes les actions du produit sont APIsables. Et c'est ça, bien sûr, c'est by design. On voulait que ce soit comme ça dans la création du produit parce que le produit manipule des informations qui vont être utiles pour beaucoup d'autres services, des noms DNS, des informations IP, etc. Donc derrière, c'est souvent l'IPAM et donc le DDI, un peu un hub central pour les informations réseau. On a envie de l'interroger pour savoir quels sont les IP disponibles, pour savoir comment réserver une IP. Et donc ça va souvent passer par des orchestrateurs comme Ansible, Terraform, Puppet. Donc nous, on a des exemples de déploiement, d'interaction avec ces outils qui sont disponibles sur notre Git. Et donc, ouais, c'est l'objectif, hein, c'est que les DevOps, que les NetOps, que les SecOps, ils puissent interroger notre produit automatiquement avec ces outils. Bah écoute, merci. Je pense qu'on a fait un bon tour sur Ouais. voilà, quels sont les gains du DDI, pourquoi aller dans le DDI et sortir de son fameux fichier Excel C'est ça. classique. Et bien sûr, hein, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec Metis et avec Efficient IP, et puis on pourra en parler plus en détail. Bah écoute, merci Fabien, Bah écoute, merci Benoît. et à bientôt peut-être pour un prochain À épisode. bientôt, peut-être pour le cash.